Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur un film qui est sorti en fin d'année 2018, Mortal Engines de Christian Rivers, adaptation d'un des 4 livres de Philippe Reeve qui est sorti en début des années 2000. C'est un film avec Robert Sheehan, Hera Ilmar et Hugo Weaving entre autres. C'est un film qui a coûté entre 100 et 150 millions, il en a seulement rapporté 69 millions, c'est un gouffre financier, même si l'auteur a plutôt bien aimé le film. Il dure 2h08 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h08 ? Et bien sûr les terres ravagées du monde dans lesquelles se déplacent des villes. Esther Shaw, balafré, se rend à Londres pour tuer Thaddeus Valentine. Son geste est cependant retenu par un jeune homme, Tom, et les deux jeunes vont être boutés hors de la cité mobile. Je vous en dis pas davantage, j'aurai de toute façon tout le temps de revenir en détail sur quelques points du scénario, donc je vous invite à voir le film avant de vous aventurer davantage dans cette critique. C'est un projet de longue gestation, acquisition des droits en 2009 et pas grand chose jusqu'en 2016. Premier teaser qui donnait très envie, mais ensuite la bande-annonce m'a vachement refroidi parce que ça raconte presque tout et le film ne dévoile pas plus que le projet de base énoncé par la bande-annonce. C'était passable, un bon moment, mais oublié quelques jours après. Et la formule de Nos Ciné, je crois que c'était Perrine qui disait ça sur Nos Ciné, elle disait que c'était un film d'un ennui poli. Et je trouve que cette formulation correspond au film. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé le film, j'avais beaucoup aimé le teaser, mais après, en salle, force est de constater qu'il y a des problèmes. Surtout que je n'avais vu que le teaser et 2-3 images de la première bande-annonce officielle. J'ai donc quand même profité de quelques éléments du film qui ont été dévoilés à la fin de la promotion, notamment Shrike, ou Shriek, je ne sais pas comment on le prononce. Je ne suis pas là pour vous faire un listing d'influence ou d'incohérence de l'autre côté, mais c'est un film qui n'est pas passé à côté de ce qui fait la filmographie de Peter Jackson. Le début semble prometteur. C'est aussi un début qui est très très rapide. Les logos commencent à peine à s'installer à l'écran, la lumière s'est éteinte que la narration commence tout de suite avec une voix off qui nous narre ce qui s'est passé, le contexte dans lequel va évoluer l'histoire. Comme si ils étaient tellement pressés de faire commencer l'aventure qu'ils ne savaient pas où foutre la voix off, donc ils l'ont fait commencer pendant l'arrivée des logos. Je trouve que ça nous rush les informations. Ici, on a à peine le temps de s'installer, de profiter du commencement de l'ambiance de la salle qu'on nous bombarde déjà d'informations qu'il faut digérer. Et je trouve que c'est très maladroit de la part du film de commencer comme ça. Le passé n'est pas vraiment bien amené, tout au plus à travers une vidéo qui est captée dans un ancien système que fait fonctionner Tom pour épater sa copine. D'ailleurs, c'est, je trouve, une réaction un peu étrange, comme si la copine, qui semble être quelqu'un de haut gradé, de haut classé dans la société londonienne, ne connaissait pas ces images-là, ne les avait jamais vues. Or, il y a un côté un peu vulgaire d'écriture, je veux dire ridicule. Le passé nous est vraiment pas bien amené, mais dans l'absolu, on n'en aurait même pas besoin. Il y a quelques éléments à savoir, et après, le contexte de base de la première situation, donc un petit village qui se fait courser par la grande ville, est assez explicite, c'est visuellement explicite. Nous sommes sur du post-apocalyptique, donc un univers qui a subi un traumatisme. On ne sait pas s'il est nucléaire ou s'il est d'ordre d'une autre technologie, on s'en doute puisque on nous parle d'une technologie qui est la technologie Medusa, mais si c'est bien l'arme qu'ils détiennent qui est une des armes qui a détruit le monde, eh bien c'est sacrément faible parce que l'arme elle doit quand même tirer plusieurs fois pour détruire un pauvre mur. Alors on se dit ah oui c'est ça qui a détruit l'humanité, bah dis donc. C'est une technique un peu au rabais. Je pense que tout simplement les armes Medusa qui avaient été utilisées pour raser des villes étaient beaucoup plus puissantes que celle-ci qui est reconstituée tant bien que mal avec ce qui pouvait grappiller autour de old tech, comme il dit, de technologies anciennes. L'utilisation de cette arme prend une place importante et pour ma part l'intérêt en était réduit. C'est l'arme fatale qui va créer un enjeu
pour les personnages, mais il n'est pas si bien amené et surtout, ce genre de choses, je l'avais vu pas mal de fois dans des dessins animés, notamment, je pense à un dessin animé qui est complètement... Je sais pas pourquoi je pense à celui-ci alors qu'il y en a plein d'autres, mais je pense à un épisode en plusieurs parties de Super Baloo où il y avait des pirates qui avaient mis en place un espèce d'énorme laser qui allait raser toute une ville. Alors les pirates, ils allaient justement négocier avec cette ville pour avoir de l'argent, sinon ils rasent la ville. Bien, là, je trouve que c'est aussi les mêmes setups de l'arme cachée que le méchant est créé en secret et tout d'un coup après il va utiliser l'arme pour faire le mal et tout ça on l'a déjà vu beaucoup, donc le récit il est très balisé et je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas un build-up, une construction scénaristique de la puissance de l'arme. Il aurait fallu peut-être tirer sur une cible à la moitié du film pour qu'on se rende compte de la puissance de cette arme et qu'on ait peur pour la muraille, qu'on construise notre appréhension. Typiquement, je croyais le Londres allait tirer avec cette arme sur l'espèce de cité volante que nous avons à peu près un peu plus de la moitié du film. Je me disais, là on verrait la puissance dévastatrice de cette arme et on s'en ferait du coup pour les gens qui sont au mur, le fameux mur que veut détruire Londres pour passer de l'autre côté et piller les ressources. Il se trouve que non, l'arme est utilisée pour la première fois contre le mur et bien sûr contre l'armée du mur qui sont des petits vaisseaux qui vont essayer de dégommer le grand véhicule. Je trouve que là il y a une construction de l'enjeu de cette arme qui est ratée. En plus, on ne découvre pas l'arme avec les protagonistes, c'est avec des seconds rôles. C'est dommage parce que là, l'impact émotionnel n'est pas fort du tout. Les seconds rôles, on s'en fout. Il y a vraiment un problème d'écriture. Ça démarre fort au début, mais manque d'enjeu. Ce qui se passe, eh bien, on s'en fout un petit peu. Et pourtant, il y a quand même, je pense, des thématiques à faire ressortir de ce film-là. La thématique, certains ont dit du Brexit. On n'aurait jamais dû aller en Europe, dit une des personnes dans le film. C'est quand même assez évident quand il s'agit d'un haut gradé qui dirige Londres, qui est quand même une capitale d'un pays. Ça peut être aussi un discours sur Hollywood qui vient dévorer les petits studios ou même les gros. On peut aussi penser par extension de cette idée au capitalisme. C'est une représentation visuelle du capitalisme. Les gens sur cette cité en veulent toujours plus. Ils veulent que la ville devienne de plus en plus grande et qu'elle soit de plus en plus performante. Et donc on avale des choses pour faire gonfler l'individu, la grosse base, la grande ville de Londres. Donc il y a cette obsession de l'agrandissement qui peut cerner le film et à travers ces différents prismes on peut donner de la valeur à ces thèmes-là. Et le film est assez généreux pour nous proposer des ouvertures vers différentes thématiques avec ces cités mobiles, ces cités volantes, des charognards métalliques. On a encore des villes fixes avec des ressources contre des villes qui n'ont plus de ressources et qui se déplacent. Les villes fixes, une sorte de défi pour les cités mobiles. On a d'ailleurs à ce propos d'autres noms de villes mobiles qui nous sont évoqués. Il y a un potentiel d'univers, pour un potentiel de réflexion, de thématique. Ces différentes situations, eh bien, elles sont soit pas du tout exploitées, soit mal exploitées, à mon sens. Par exemple, il n'y a pas d'affrontement entre plusieurs villes. J'entends parler des cités mobiles qui s'affrontent, littéralement c'est la grande cité mobile de Londres qui vient avaler quelques petites cités, mais on n'a pas une grande confrontation entre une autre cité. Alors là ça aurait été vraiment épique, mais c'est pas vraiment le cas. Alors on a d'autres idées qui sont relativement bien exploitées, des cités, ou je devrais dire des petits villages qui se regroupent pour du commerce et qui se désengagent les unes des autres quand il y a un danger. On voit aussi que ces villes sont optimisées, il y a des étalages de marché qui rentrent dans le sol dès qu'ils doivent avancer à fond les ballons. Ça c'est une super bonne idée, mais on n'en fait pas plus, c'est quelques plans dans le film, c'est quand même un petit peu pauvre. Je pense qu'on aurait pu par exemple proposer des cités qui sont connectées, qui avancent toutes ensemble avant de se séparer. Il y a des idées, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Et il y en a d'autres qui sont carrément catastrophiques. La prison sur pattes, qui s'écroule en quelques secondes à cause de 2-3 missiles. C'est un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que
Comment détruire une machine qui a demandé des années de construction comme si la prison n'avait jamais été attaquée avant. C'est juste absurde. Il y a certaines idées, les scénaristes n'en avaient rien à foutre alors qu'il y a un vrai potentiel. Une mygale géante qui se déplace sur les eaux, avec à son bord des tonnes de prisonniers, c'est une superbe idée. Et on la casse immédiatement. C'est vraiment dommage. On a une autre cité dans les airs qui tombe en un rien de temps et pour un rien dans le film, juste une petite flambée dans un lieu qui fait tout exploser. Ça a déjà dû arriver avant et la cité est encore vivante, donc je trouve vraiment qu'il y a une grande frustration dans ce film, c'est la frustration qui est en même temps un peu l'adage d'Hollywood dans beaucoup de grosses productions, c'est de faire tout péter. Pour un tout ou un rien, on fait tout péter. Et ça, dans ce film, ça se voit et c'est sacrément malheureux. Toujours cet Hollywood qui veut tout détruire. Mis à part cet univers, il y a le scénario qui est standard, cousu de fil blanc. Le plan de Valentine est beaucoup trop évident. Il n'y a pas de tension. Les combats n'ont pas de suspense. C'est à la limite une jolie aventure pour adolescents, pas vraiment pour adultes. Il y a bien une raison pour que ce soit tiré d'un roman pour ados et que ça me barbe, c'est que je ne suis plus la cible. Ce n'est pas pour mon âge, tout simplement. Alors bien sûr, quand on va au cinéma, on souhaite dépasser ce constat, mais force est de constater qu'il y a un vrai blocage de ma part, et je pense aussi d'autres personnes. Beaucoup de gens ont déclaré que la période, je pense surtout là à nos ciné, que la période des adaptations des romans pour ados était terminée, et que celui-ci arrivait trop tard. Je tiens quand même à vous signaler que des films comme Darkest Mind, où il y avait un autre film, je crois c'était un film français qui s'appelle Seul, ou encore Narnia qui va avoir un reboot, eh bien ce sont quand même des récits, même si peut-être à la base ils ne sont pas orientés ados, ce sont des récits qui vont être orientés ados, ou qui le sont. Darkest Mind, je ne l'ai pas vu, mais c'est clairement un teenage movie. On a aussi un autre film qui s'appelle, je crois, Un raccourci dans le temps, celui-là je ne l'ai pas vu, mais il a fait un énorme flop, c'est un film Disney. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est aussi un film avec des enfants ou des ados. On oriente vraiment des films grand spectacle pour une tranche très jeune. Et c'est vrai que pour les plus âgés, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Il y a des gens aussi maladroits que ce film-là. Oui, quand même, le film il est un petit peu maladroit. On dirait qu'il a des morceaux issus d'autres traitements qui sont restés, ce qui donne l'impression d'un problème de rythme. On a l'impression que le film avance par à-coups et avance par grande idée de lieu ou grande idée de situation, mais n'a pas vraiment de structure. Ça cause un problème de rythme et par conséquent, le film a tendance à accélérer l'action par moments d'une façon vraiment effrénée. En plus de dériver par moments, pour des raisons qui sont vraiment absurdes. Pourquoi emmener Esther Shaw sur une base volante alors qu'elle aurait pu lui demander dans l'avion ? On ne sait pas. Surtout pour quelque chose contre laquelle ils n'agissent pas contre finalement, puisque le laser est quand même monté et toque à la porte du grand mur. Toute cette construction autour de la révélation d'armes, elle est très vaine. Tout le milieu du film est mou. Le fameux ventre mou, vous savez. Tout est mou. Le découpage aussi, il est mou. C'est vraiment le problème d'un film entre l'univers hors norme incroyable et un scénario terriblement normé. C'est un film qu'on a envie de défendre. C'est un film que j'ai envie de défendre parce que c'est autre chose. Et plus il avance, plus il devient autre chose que cette autre chose que j'attendais. Il y a des choses ridicules. Et le film insiste en fait encore une fois sur cette ouverture d'univers dont il n'aura jamais de suite, puisque le film se termine, il y a une ouverture vers une rêverie d'aventure, mais pas forcément vers une suite. Mais elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas de choses inachevées dans le film, mais il y a vraiment un potentiel d'imagination, de nouvelles aventures qui est envisageable, clairement, dans un univers pareil. Mais le film est tellement maladroit, ça donne pas envie de suivre davantage d'aventures, surtout avec ses personnages. Le Robert Sheehan, insurgé, terrible, il est insupportable le mec, il n'arrête pas de parler. Mais le Tom, il devient un héros alors qu'il ne fait pas grand chose. On a une espèce de moment héroïque quand il prend une blouse pour enfin être pilote, mais puisqu'on ne s'intéresse pas des masses à lui, hormis peut-être des gens qui le trouvent beau,
il y a un problème. On voit bien que on veut le montrer comme faisant partie de la haute société de Londres, mais en même temps, c'est un petit minable maladroit, mais l'écriture est extrêmement cliché et il est dans le surjeu constant. À la fin, il n'y a pas tant de différence que ça. Et ça, on pourrait jouer justement sur un surjeu au départ et un jeu beaucoup plus sérieux, entre guillemets, à la fin du film. Mais ça ne m'a pas sauté aux yeux si c'était l'intention de l'acteur. Et je trouve que comme personnage principal masculin, eh bien, ça fait vraiment défaut au cast, puisque la deuxième personne, qui est l'héroïne principale du film, Esther Shaw, c'est un caractère très très fort. C'est un choix de montrer une jeune femme avec une balafre, là où vous savez, il y a quand même une standardisation de la beauté à Hollywood avec vraiment des modèles, et c'est le cas de le dire aussi, des modèles tout court, qui sont magnifiés dans les films. Ici, on montre quelqu'un avec un physique normal, mais qui a une immense balafre qui lui traverse tout le visage, et je trouve que c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, elle va complètement l'assumer, pour en devenir à la fin presque une banalité, et c'est dommage en fait qu'on rende banale la balafre de Esther Shaw. Mais il y a des vrais moments de faiblesse de ce personnage qui se joue au scénario. Mais elle a une détermination, parce que elle a une situation fragile, et on sent que l'actrice essaye de faire de son mieux. Dès le départ, elle semble vraiment très déterminée, elle a beaucoup de volonté, l'actrice montre la volonté de son personnage, et ça c'est très réussi. Mais le problème c'est qu'elle fricote avec le Tom là à côté, et ça, la Esther Shaw, ça lui plaît pas, et moi non plus ça m'a pas plu parce que il tombe amoureux beaucoup trop vite. C'est n'importe quoi, c'est une love story très mal travaillée, à base de passé révélé. Je ne vais pas te dire mon passé, et 2 scènes plus tard, je vais te raconter mon passé. Ça le fait pas. Clairement, comme je vous le disais, il y a un problème de rythme, un problème pour faire oublier les scènes précédentes, pour qu'après on puisse révéler un passé sans qu'on rappelle au spectateur, par mégarde, qu'il y a 2 scènes, elle avait dit qu'elle le ferait pas. Voilà, ça c'est aussi une faiblesse d'écriture, c'est une faiblesse de rythme. En plus de proposer vraiment une histoire d'amour qui n'a rien de spécial, elle est très balisée, c'est du teen movie à base de jeune génération contre vieille génération. Voilà, tout ça on a déjà vu, je vais pas revenir dessus. L'idée de jeune génération contre vieille génération, ça pourrait être une dynamique intéressante, mais dans le film on n'en fait pas grand chose, puisqu'on voit aussi qu'il y a des jeunes générations qui sont dans le système et qui s'y plaisent. Il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Les dialogues fonctions sont mauvais, il y a vraiment un problème de casting qui n'est pas bon, et pourtant il y avait un petit potentiel puisque Tom aimait bien la fille de Valentine qui est aussi dans les hautes sphères de Londres, donc on se dit il y a peut-être un trio un peu spécial, mais en fait on n'en fait pas plus. Et vraiment, je pense que le film aurait dû être exploité sur une plus longue durée, mais du fait que le projet était à risque, eh bien, ils n'ont pas tenté davantage et ils se sont recroquevillés sur cette love story très très cliché, avec les femmes fortes, les hommes méchants, bêtes ou maniérés, l'intellectuel fragile, une asiatique qui fait de l'art martial. Elle est tout droit sortie de Matrix, la Fang, mais avec le look, les lunettes et tout ça, vraiment. On a des personnages qui devait être dans le roman, et il y a une trace ici, mais rien de plus. Comme ce petit chef qui veut bien se faire voir par la hiérarchie et qui fout un peu la merde pour récupérer des technologies anciennes, des old tech, comme dit Hugo Weaving dans le film. Ça manque de connexion aussi entre les personnages. Par exemple, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est qu'il y a une connexion entre Valentine et Esther Shaw, il y a une connexion au scénario, et Valentine va volontairement se déconnecter d'Esther Shaw pour laisser Shrike se connecter à sa place. Donc créer du conflit avec Shrike plutôt que de créer du conflit avec lui. Quand il y a la confrontation finale entre Valentine et Esther Shaw, elle n'est pas si marquée que ça, parce que pendant tout le ventre mou, eh bien, il n'y a pas eu de confrontation avec Valentine. Il y a eu bien sûr le passé d'Esther Shaw qui nous a été rappelé et qui motive Esther Shaw à continuer le combat, mais Valentine, lui, à la limite, il s'en fout. Donc il n'y a pas cette réciprocité qui créerait dans le duel final un grand moment. Et ça, c'est un vrai problème. Shrike fait le boulot de Valentine en termes de connexion avec les personnages. Ça manque de force dans l'opposition, parce qu'il ne s'agit pas
pas d'une opposition que d'un seul côté, mais il faut aussi que l'autre côté s'oppose pour qu'il y ait vraiment un vrai clash. Vous voyez, il faut garder l'antagonisme, et le problème c'est que le personnage de Valentine quitte son rôle d'antagoniste d'Esther Shaw pour décharger l'antagonisme à Shrike, et ça pose un problème. En plus d'une alchimie entre les deux amoureux qui est égale à 0, on s'en fout de tout le monde. Personne n'a de charisme. L'investissement émotionnel est nul, à part Shrike. Mais Shrike, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on a envie d'en savoir plus et de le découvrir davantage, c'est qu'il est radical, tout simplement. Et la radicalité, elle est peu présente dans le cinéma américain qui cherche plutôt la nuance et le compromis pour faire plaisir à tout le monde. Ici, c'est un radical. Enfin, il y a un truc qui le montre très bien, c'est qu'à un moment, il arrive dans une pièce, il se baisse pas, il s'enfonce dans le plafond. C'est-à-dire, il traverse le plafond pour continuer à avancer. Ça c'est la radicalité. Il est un peu ridicule dans la prison, mais c'est une menace instoppable. Le problème, c'est que je crois vous avoir dit au début de la critique que j'allais spoiler, mais il meurt dans le film. Shrike n'est pas si invincible que ça, mais il a des idées superbes. Le design du personnage est génial. L'idée de Shrike de faire, en quelque sorte, ressusciter Esther dans un corps de robot, c'est génial. Moi, je croyais que ça allait dans ce côté-là, le film. Je me disais, oh mais c'est génial, oh là là, c'est dramatiquement super intéressant, ça va être visuellement super intéressant, et enfin, on aura une héroïne qui ira dans une direction que j'aurais pas cru. Alors moi, j'attendais cette scène, vraiment. Je me disais, ah, ça, c'est une bonne scène. Et en fait, non, on l'a pas du tout eu. Puisqu'il se rend compte qu'elle aime Tom, on se demande comment ça se fait d'ailleurs, eh bien, il meurt. Il décide de mourir, ce qui est une immense erreur dramatique. Au pire, il reste comme ça, je dirais, sans but, en train de flotter dans la forteresse qui commence à être démolie, parce que voilà, il a un problème de connexion pour le coup, et peut-être qu'on le verra ressortir des ténèbres de la cité volante qui est tombée dans l'eau dans un épisode suivant. Mais là, faire en sorte vraiment qu'il meure clairement, c'est vraiment une erreur dramatique. Il y a un potentiel de Shrike qui est complètement sous-exploité. Paradoxalement, Shrike est aussi celui qui donne le plus d'humanité à ce film très mécanique, très robotique. L'idée que l'héroïne fait la promesse de se transformer en cyborg auprès de Shrike permet au film de sortir de rail. Et ils ne le font pas. Là, tu te dis, ah, là, il y a de la prise de risque. Ah oui, alors là, ça aurait été même un peu trop risqué. C'est une idée qui sort en fait de carcan de teen movie, puisqu'on va transformer ce corps jeune en un corps qui est froid, parce que c'est du métal. Et après, que vont devenir les personnages qui se confrontent à cette nouvelle personne? Que va dire Valentine? Que va dire Tom, justement? Alors, le rapport amoureux entre cette personne ressuscitée et Tom, qu'est-ce que ça va devenir? Très intéressant comme piste. Mais non, tout ça, c'est de l'hypothétique, puisque dans le film, ça n'existe pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que Shrike, c'est un radical, un marginal. Ce qui est très étrange, ça je l'avais remarqué, c'est que plus on monte dans les hautes sphères de la société, moins on a de personnalité. Et plus on est dans la merde, plus on a de sentiments de personnalité montrés dans le film. Valentine, père et fille, le maire, Tom, le capitaine, le scientifique numéro 345, tout ça, c'est des clichés, mais on s'en tape, on s'en fout de ces personnages, ils peuvent crever, on en a rien à foutre. Contre Esther, Fang, qui a quand même un petit peu de personnalité, elle a beaucoup de charisme physique puisqu'elle a un visage et un costume particulier, et Shrike, ce sont des personnages qui ont des choses à dire, déjà visuellement, mais aussi au niveau de leurs convictions, ils en ont. Donc Tom, lui, doit redevenir pauvre pour devenir intéressant. Alors pourquoi les pauvres seraient intéressants à suivre et pas les riches? Donc là, peut-être j'ai mis un point sur un détail intéressant du film, c'est que voilà, les riches sont dénués de sentiments visibles, alors que les pauvres ils débordent de sentiments auxquels peuvent se raccrocher le spectateur. Dans ce film, c'est particulièrement voyant. Je sais pas ce que vous pensez de cette piste-là, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Le projet est porté par des passionnés. Quand on met en scène des gros machins et des boum boum, oui, ça je veux bien le croire, mais tout d'un coup, quand on filme les acteurs, quand on les met en scène, quand on les oriente, quand on les fait jouer, et bien là tout d'un coup,
on ne parle plus de passion. Là, il y en a plus. C'est-à-dire que les créateurs de ce film ont été passionnés pour montrer des gros engins et des explosions. Et quand il s'agit de mettre en scène des dialogues et des relations de personnages, là, il n'y a plus de personne. Alors moi, c'est pas ce que j'appelle de la passion. La passion doit être entière. Sinon, c'est juste l'exécution pour une tranche de spectateurs qui n'en a rien à foutre des dialogues et qui veut du boum boum boum. Et du coup, ça donne le bordel parce que l'investissement est dur, car la spécificité du personnage n'est pas assez grande. Et si on a vu beaucoup de films, eh bien l'expérience fait perdre l'enchantement. Donc il faut impliquer le spectateur et les scènes de dialogue sont clés. Non seulement elles doivent être bien jouées, mais elles doivent être aussi filmées d'une façon à renforcer ce que veut dire l'acteur, à dire des choses même des fois contradictoires par rapport à l'acteur pour montrer que cette personne est ambiguë. Donc il y a un travail de mise en scène qui doit être opéré. Ici ce n'est pas le cas et c'est vraiment dommage parce qu'un personnage comme Hugo Weaving avait moyen de créer par une mise en scène une dynamique. C'est quelqu'un qui veut faire un push parce qu'il veut aller plus loin dans l'agrandissement de Londres, mais on n'en fait pas grand-chose de ce personnage. C'est juste un mégalomane entre Smith et Elrond, très bizarre. C'est un méchant assez banal, cliché, et j'ai finalement pas grand chose à dire de plus. Il y a un truc qui est un peu surprenant, mais finalement ça reste aussi assez banal, c'est que Thaddeus ne se dit même pas de nier les faits devant Tom, qu'il adore en plus. Non, il le fait dégager tout simplement. Il le balance comme ça dans le vide, là où Esther Shaw est tombée, alors qu'il aurait pu très bien lui mentir et Tom l'aurait accepté. C'est très très bête comme résolution de situation. On ne comprend pas le pourquoi. Tout cela est dans un sens logique, puisque le réalisateur de ce film n'est pas un directeur d'acteurs, c'est un assistant d'effets spéciaux pour les films de Peter Jackson. Christian Rivers a eu une relation de confiance avec Peter Jackson qui a décidé de chapeauter l'ensemble du projet de Mortal Engines, mais qui a laissé à Rivers la réalisation du film, pour que le film soit entre de bonnes mains quand même, qu'il soit réalisé en famille. Alors pourquoi donner un gros budget à une personne qui n'a pas encore d'expérience de mise en scène pure ? On aurait dû lui donner un petit budget. Regardez Neil Blomkamp, il a commencé avec un budget de 30 millions. D'ailleurs, Neil Blomkamp est aussi issu d'une génération qui a commencé dans les effets spéciaux. Neil Blomkamp a commencé avec District 9, un budget de 30 millions, ce qui est tout à fait abordable, où on commence déjà à travailler une narration. Et le film est impeccable. Et après, il a essayé quelque chose d'un peu plus grand. Ça n'a pas super bien marché. C'était Elysium. Et après, il a essayé un film qui est un petit peu entre les deux. C'était Chappie, qui pour moi, je trouve, c'est une très bonne réussite, Chappie. Il ne faut pas balancer tout de suite les gens comme ça sur des gros budgets en pensant que le producteur va faire tout le boulot et que nous, on va juste s'occuper de quelques plans et puis c'est tout. Et les quelques plans qu'il a peut-être réalisés, c'est les plans de dialogue qui ne nécessitaient pas des gros effets spéciaux à tire-larigot. Le mec a beau avoir fait des storyboards de Peter Jackson sur un bon nombre de ses films, quand il fait les siens, c'est pas mirobolant. La première scène d'action, elle est intéressante, ça je vous le laisse. Il donne du volume à la ville par le mouvement dans les plans généraux. Mais après, ça crée un problème d'échelle parce qu'il faut mettre des petits éléments dans le plan pour qu'on se rende compte de l'échelle. Et ça, le premier Pacific Rim, par exemple, le faisait assez souvent. Pas tout le temps, mais il le faisait souvent. Donc nous, on se rendait compte en fait de la taille de la ville. Là, on l'a sur quelques plans, mais pas assez et pas régulièrement surtout. Les dialogues sont réalisés de façon très très plan-plan, un champ contre champ basique. Des plans d'extérieur, c'est très beau, mais dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est pauvre. Et là, il ne s'agit même plus de prise de vue, d'image, de photographie, puisqu'il y a tellement de traitements et de filtres, c'est plus un travail de post-production. On devrait célébrer le travail de l'étalonneur en film, puisqu'avec le numérique, on veut une image complètement neutre au tournage, et je me pose de plus en plus de questions dans ces productions où tout est en fond vert. Quelle est la part d'implication du chef opérateur ? Intervient-il en post-production du coup ? Parce qu'on a vu le désastre de Justice League, entre un tournage qui a fait ses choix de couleurs, et qu'on voyait dans une première fournée de plans signés Snyder, et les plans du film étalonnés sous la direction de Joss Whedon. Donc moi je me pose aussi ces questions d'image, parce qu'il y a d'assez belles images, mais quelle est la part du réel ? Ces images vont vieillir, parce qu'elles ont énormément de traitements par ordinateur.
parce qu'il y a des fonds verts derrière, etc. J'ai entendu aussi dans des critiques qui parlent de shaky cam, la mauvaise foi du fameux shaky cam, invoqué à tout va par les gens, mais qui ne font aucune distinction entre la caméra portée et le shaky cam. Ça me donne presque envie de faire une vidéo juste sur le sujet. Il y a un manque de personnalité dans le style. C'est très clair, la direction artistique tient plus que le scénario, mais niveau steampunk, je préfère quand même Steamboy. Mais je laisse quand même au film la direction artistique générale, les beaux costumes, mais comme beaucoup d'autres productions, ce que j'aurais peut-être pas souhaité, mais c'est quand même le cas, c'est une production bruyante avec des détails rushés. On peut reprocher la mise en scène quand on dit qu'on ne ressent pas les enjeux ou que c'est en dents de scie entre les scènes d'action et les dialogues, c'est un problème de mise en scène. Il y a des idées d'univers, mais un engagement limité et la mise en scène ne peut pas faire tout le boulot. Et dans l'absolu, elle pourrait atténuer les problèmes de scénario, des scènes très banales, au dialogue très banal, mais filmées d'une façon intelligente pour permettre au spectateur d'être diverti par cette scène au dialogue minable. Mais non, le film ne fait même pas cet effort. Alors il y a un bon travail d'effets spéciaux, mais après avoir envoyé la sauce dès le début du film, j'ai eu, moi, cette impression que ça devenait de moins en moins impressionnant. Tellement c'était devenu commun. Ce sont les situations décrites par le scénario qui doivent amener la séquence à être prenante aussi. Et pas justement ce côté wow de la performance numérique. Et donc il y a un équilibre subtil à opérer entre cette idée de créer les situations engageantes au scénario et les filmer d'une façon divertissante à la mise en scène. Et j'entends par la mise en scène le storyboard, le montage, l'application du storyboard avec les travelling, les échelles de plan, le cadrage, la composition, la profondeur de champ, tout cela, bien sûr. Le seul effet wow que moi je retiens du film, c'est Shrike, la performance capture de Stephen Lang, superbe. Stephen Lang, il a l'air vraiment très à l'aise. La performance capture est devenue normalisée et on la voit de plus en plus dans les films de divertissement et ils sont plutôt réussis. Shrike l'est vraiment. Après ce qu'on fait dire au personnage, c'est pas excellent, mais la présence, le charisme est là. Mais le problème, c'est que c'est aussi un personnage qui va vieillir, car comparé à Chappie, les textures, elles font déjà mal. Il y a quelques plans qui sont pas très beaux à voir, et cela va être sans pitié pour le film par la suite. Là où Chappie, je trouve, est vraiment très efficace sur les enjeux de lumière et les textures métalliques. Mais, vous savez, plus vous voyez de films, et plus vous vous dites que le visuel, il ne suffit plus. C'est pour ça que moi, les grosses productions, Star Wars, Avengers et tout ça, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes images. Et ça ne m'intéresse plus de donner de l'argent pour ça. Parce que, au final, c'est pas pour les personnages que je vais voir le film, c'est pour les situations d'action. Alors déjà, il y a très peu d'enjeux dans ces films-là, qui passent leur temps à créer des sketchs. Les quelques scènes d'action qu'il y a, ce sont des choses qu'on voit régulièrement dans d'autres films. Et ça, je le regrette. Je terminerai avec la composition de Jackie Hicksell, assez classique dans son style de bourrin, avec un thème de Shrike qui est pas mal, celui d'Esther Shaw est assez entêtant, mais c'est une musique qui est très très semblable à Mad Max. Mis à part une musique qui, comme par hasard, n'est pas dans le film, c'est quand même un comble. Je crois que c'est dans les crédits, mais c'est pas dans le film et je ne comprends pas. C'est London Suite in C minor ou in C major, je sais plus, qui est vraiment superbe, mais je ne l'ai pas entendu dans le film. Et j'aurais bien souhaité qu'elle y soit ou entendre autre chose dans le film que du Mad Max-like. Mais vous savez, le compositeur ne décide pas forcément. Le studio voulait du Mad Max, donc on envoie ce mec en faire. Et ça, c'est quand même assez navrant, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Vous écoutez ces tracks de la suite de 300, ou encore la musique de Brimstone, il y a un potentiel pour faire autre chose que du blâme-blâme de Mad Max. Parce que vous entendez la composition, c'est vraiment très semblable à Mad Max. Et moi, je souhaiterais que ça aille au-delà que sur les chemins balisés. Parce qu'il en résulte juste un divertissement correct qui n'aura pas d'avenir. Parce que c'est une catastrophe au box-office. Et c'est aussi parce qu'il y a eu un vrai problème d'engagement dans le film.
Et je trouve ça terrible, parce qu'il y avait le potentiel. Et moi, je lui mets un 12,5 sur 20, parce qu'il y a un vrai problème d'engagement. C'est bien finalement qu'il se suffise à lui-même, mais c'est dommage. J'ai vraiment une frustration, car il y avait un gros potentiel, et je ne sais pas, au final, si je suis passé à côté de quelque chose. Après, ce n'est pas une nouvelle. Hollywood ne comprend pas ses spectateurs et la culture qu'ils ont. Ils ont fait une promotion qui n'est vraiment pas palpitante, avec la rébellion contre des grands méchants, alors qu'il n'y a pas de rébellion dans le film, parce qu'il se base encore sur les clichés de Star Wars, hein, rébellion contre une grosse machine qui a un énorme rayon qui peut détruire d'autres villes. Donc clairement l'étoile de la mort. Parce que les mecs sont des neuneux. Ils pensent pas avoir, entre les lignes, peut-être un autre potentiel de récit. Et même ceux qui ont créé en fait le scénario n'ont pas pensé à autre chose que, encore une fois, des armes. Et je dis le scénario, mais si ça se trouve le roman c'est exactement la même histoire. Alors sûrement c'est peut-être bien adapté, mais le scénario encore une fois, un potentiel d'univers bien, pas exploité. Point final. On aurait pu faire une histoire de Roméo et Juliette avec Roméo qui est dans une énorme cité et Juliette qui est dans une autre cité et les deux cités vont s'affronter. C'est déjà beaucoup plus épique en fait Enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus épique que proposer ce récit-là, cette structure-là, j'entends par là. Alors voilà, c'est mon avis sur Mortal Engines, une belle déception, je pouvais m'y attendre un petit peu, mais je souhaitais qu'il y ait un développement, c'est-à-dire comment on passe du point A au point Z. Ça, je ne savais pas ce qui allait se passer, donc, et surtout, je ne connaissais pas, je n'avais pas eu vent de Shrike, et ça, c'était l'excellente surprise du film, mais malheureusement, il n'est pas là très souvent, c'est dommage. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, maintenant que, voilà, il a fait son temps. La critique, elle aurait dû sortir en même temps que le film, mais vous voyez que je suis un peu en retard, hein. C'est pas trop grave, vous savez sur la chaîne que je fais souvent des critiques très en retard. Là, plus que jamais, j'ai pas mal de films à rattraper, il y a du contenu qui va arriver, mais il faut juste me laisser le temps de le faire. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci beaucoup de suivre la chaîne. Quant à moi, je repars à la mine. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!